Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Au menu, les dossiers de la gestion de l'aide humanitaire post-Mathieu et les élections. Notre premier invité, Maître Fritz Canton, qui sera interrogé sur l'initiative de la Cour de cassation. Il parlera également de la gestion de l'aide humanitaire et les élections. Notre deuxième invité, Mme Michèle Auriol, coordonnatrice du comité interministériel d'aménagement du territoire. Elle nous parlera des dispositions à prendre par l'État haïtien suite aux dégâts causés par Mathieu sur la question de l'aménagement du territoire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Notre premier invité, Maître Fritz Canton, on va faire le point sur la situation globale à laquelle fait face ce pays. Maître Canton, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Monsieur François et voici le François Junior, bonjour. Et je salue par la même occasion toute l'équipe de la Belle Époque qui a su faire un travail merveilleux de la culture haïtienne. Et je les exhorte à continuer et à informer et à former également. Nous en avons bien besoin. Alors, Maître Canton, on va aborder plusieurs points d'actualité. On va commencer tout d'abord par cette sortie, si vous voulez, des membres de la Cour de cassation qui ont pratiquement demandé aux institutions étatiques d'écarter Jocelyn Privert du pouvoir. Quelle analyse faites-vous de cette démarche des membres de la Haute Cour, de la Cour de cassation? Dans ma vie, il y a une certitude que j'ai toujours cultivée. Pas de coup raté. On ne fait pas de show-off. Je n'aime pas le mot, que c'est le mot anglais. Il n'y a pas d'exhibition stérile en politique. Lorsque vous n'avez pas la certitude du résultat en politique, il faudrait éviter l'écueil de l'exhibitionnisme. Je dis l'écueil de l'exhibitionnisme. En effet, la Cour de cassation serait mieux partie si elle avait pensé, avant le 7 février, sortir de ces ornières, de cette léthargie et affirmer son pouvoir et juridiquement faire valoir sa capacité de succéder légalement à M. Martelly. Là, je l'aurais immédiatement soutenu. Mais au tard des élections qui devraient conduire un président le 7 février, je me demanderais personnellement si c'est normal qu'il y ait une succession de dirigeants maintenant, compte tenu de cet espace réduit de temps entre le 7 février, date à laquelle, jour auquel le président devrait normalement prêter serment, et une transmission aujourd'hui du pouvoir passant de l'intérimaire et à un autre provisoire. Comprenez-moi bien. Combien de temps resterait-il? Peut-être 3 mois. Vous allez faire des élections. Des élections, disons, qui sont déjà prévues, dont la date est déjà prévue par le Conseil électoral provisoire. Il est pratiquement inadapté de penser à prendre le pouvoir maintenant, que notre groupe prenne le pouvoir maintenant. Et en revanche, s'il y a des pressions à exercer sur le pouvoir en place, même qui est dans une phase de fébrilité déjà, compte tenu de son incapacité de régler les problèmes les plus élémentaires dans la société, nous pourrions exercer, je disais, de pression légitime pour que les élections aient lieu à temps et permettre cette passation ordonnée du pouvoir le 7 février d'un président provisoire, intérimaire, qu'on disait de facto un président constitutionnellement élu qui assumerait, dont la charge serait d'assumer
la réalité des pouvoirs publics et exercer tous les actes de la vie publique en toute légitimité. Voilà ma première réflexion sur cette volonté affirmée par la Cour de cassation de prendre le pouvoir. Ma deuxième réflexion porte sur ce que j'appelle les effets du pouvoir, la conséquence du pouvoir aujourd'hui. On ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir. On prend le pouvoir pour servir. Si nous ne sommes pas en mesure de porter notre concours à une situation en péril, à une population en péril, et entrer dans le champ normal de la vie publique, c'est-à-dire où la légitimité des règles va s'appliquer à ce moment-là, nous dirions pourquoi vouloir aujourd'hui ce pouvoir, alors que vous avez eu la possibilité de le revendiquer avant le 7 février et le 14 juin. Vous pensez qu'ils ont raté le momentum? Le moment est passé. Je ne fais pas dans ma vie, je ne prends pas de risques inutiles. Je crois avant le 7 février et au moment où M. Prévert avait fait une déclaration assez maladroite d'ailleurs, au lieu de dire « je continue d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics », il a plutôt remis son sort à un Parlement qui ne s'est jamais prononcé. À ce moment-là, il était déjà démissionnaire. Vous voyez? Il s'est rendu lui-même démissionnaire. C'est à ce moment, et je crois qu'il importait que la Cour de cassation, à ce moment, exigeât la prise de pouvoir pour en assurer le bon fonctionnement. Vous n'avez pas fait à ce deuxième temps. Le troisième temps est trop tard pour pouvoir en revendiquer l'exercice. Mais comment vous jugez l'argument soutenu par les juges de la Cour de cassation dans cette résolution, Maître Fritz-Socanton? L'argument est tardif, encore une fois. Au moment, avant le 7 février, même si la Constitution dite amendée dans le champ d'approbation de laquelle je n'entre pas, puisqu'il n'y avait pas les procédures normalement requises pour passer de la Constitution normale à une Constitution amendée. Fermons la parenthèse. Là, avant le 7 février, nous aurions pu revenir à l'application des lois fondamentales de la République avec tous les us et coutumes s'y rattachant. Et la Cour de cassation serait valablement venue à rescousse de M. Martelly. Il n'aurait pas lieu de rechercher une succession où le président serait élu en deux temps, ou concocté. Une élection concoctée pour trouver un président, alors que la fonction était d'une vacance incompréhensible. On ne laisse pas un pays sans direction. Il n'y avait ni président, ni premier ministre. Le premier ministre était là, parce que plutôt, mais il expédiait les affaires courantes. Il n'avait pas non plus la compétence juridique constitutionnellement requise pour prendre le pouvoir, pour l'exercer en lieu et place et avec toute la force que cela comportait. Mais est-ce que la Cour de cassation avait le choix parce que c'était le Parlement qui était à la manœuvre? Non, c'est pas parce que la Cour de cassation n'avait pas le choix. Mais il faudrait une réflexion ordonnée, une exigence de la part de cette Cour de faire appliquer la loi et la Constitution. Je crois que la Cour de cassation était mieux placée pour rappeler aux hommes du pouvoir qu'il y a des règles qui sont établies et qui concourent à l'exercice du pouvoir et qui déterminent plutôt la manière d'exercer le pouvoir ou de prendre le pouvoir. Puisque entre deux moments, entre deux règles, ou deux tentatives d'application de règles, la plus légitime, la plus conforme à notre coutume devrait l'emporter sur celle qui allait être inventée pour la prise du pouvoir. Celle qui était, c'était une procédure datant de 1943, etc., 43-46, qui n'était pas d'application de ce pays, dans la mesure où il y avait une constitution rigide qui
qui déterminait les règles de ce pays. À défaut d'application de la Constitution amendée, il faudrait revenir à la Constitution telle qu'elle fut, telle qu'elle était, avant ce prétendu amendement intégré dans la Constitution. Or, que dit la Constitution de 1986 ça 87, il a dit que lorsque le président n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions ou en cas de vacances, c'est la Cour de cassation qui vient en lieu place de ce président et qui prononce, qui organise les élections dans les 90 jours. On n'aurait pu ne pas pouvoir organiser dans les 90 jours ces élections telles que la Constitution l'avait prévu, mais nous eussions pu permettre au Conseil électoral provisoire, dans le délai de 4 mois, de réaliser ces élections. C'est l'élection galvaudée d'ailleurs, puisque c'était un groupe d'hommes qui s'était élevé contre la régularité des urnes. J'ai dit, un petit groupe d'hommes qui s'est élevé par la violence contre la régularité des urnes. Comment légitimer un tel mouvement lorsqu'on veut établir la démocratie dans sa permanence et dans sa pérennisation? Donc pour vous, cette initiative de la Cour de cassation ne réussira pas? Elle est déjà vouée à l'échec. Qui va donner, par quelle manière, par quel stratagème, la Cour va forcer un homme qui détient qui a déjà étendu toutes ses tentacules sur les postes de la République? Comment vous allez pousser cet homme-là sans avoir derrière vous une force contraignante? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que je suis en train de vous dire. Une force contraignante qui appuie votre démarche. Comment pourriez-vous atteindre cet objectif? Parce que le droit, c'est le monopole de la force. Vous avez peut-être le droit, mais vous n'avez pas la force avec. La force est du côté de l'exécutif. Alors, comment vous jugez la façon dont l'exécutif en place a... Donc, que la force est du côté de l'exécutif. Parce que c'est d'une telle fragilité, la force, qu'elle peut ne pas pouvoir s'exercer ou être exercée. L'exécutif est aussi fragile que la Cour de cassation dans leur volonté conjuguée, ou du moins dans leur volonté parallèle d'exercer le pouvoir. La différence, c'est que l'exécutif est déjà établi, l'autre veut s'établir. Vous voyez, entre une démarche et une réalité, la réalité s'impose plus favorablement par rapport à la démarche espérée. Oui, le pouvoir est exercé aujourd'hui par l'exécutif. En fait et dans les faits. Et pendant qu'il est exercé en fait et dans les faits, nous constatons que les rênes du pouvoir sont déjà occupées. Les avenues du pouvoir sont déjà occupées par des hommes placés par l'exécutif pour produire ou pour détruire. Malheureusement. Quelle opinion faites-vous du traitement accordé à la Cour de cassation par l'exécutif en place, le régime de Prévert? C'est navrant. C'est navrant et de constater qu'au plus haut sommet de l'État, on peut nourrir et montrer un tel mépris vis-à-vis des institutions de la République. Que la Cour de cassation soit amputée. Bon, elle n'est pas amputée. Que certains mandats n'aient pas été renouvelés. Mais ils demeurent des juges qui continuent d'exercer leurs compétences et les pouvoirs qui leur ont été investis. Vrai, à ce moment-là, ils demeurent des juges en exercice. Tant qu'un nouvel arrêté ne leur a démis de leur fonction. Comprenez-moi bien. Même par élégance, par courtoisie, par délicatesse. Comment ne pas inviter dans certaines manifestations officielles au moins un juge de cette cour pour représenter le pouvoir judiciaire? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le pouvoir judiciaire ne représente rien à vos yeux. C'est-à-dire vous cherchez même à délégitimer le pouvoir judiciaire dans un pays qui ne demande qu'à voir ses institutions renforcées. À ce moment-là, vous ne pouvez pas parler de renforcement des institutions si vous provoquez la déliquescence de celles qui existent déjà à l'intérieur de la nation.
Parce que dans toutes les cérémonies officielles, on voit le président provisoire de la République, les présidents des deux chambres, mais aucune présence du pouvoir judiciaire. C'est une maladresse grave pour ceux qui pensent exercer le pouvoir dans ce pays. Je disais tout à l'heure, c'est un manque de délicatesse, je dirais plutôt une absence de compétences tant constitutionnelles que morales. Parce que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ça voudrait dire quoi? C'est de mettre en valeur les différentes institutions d'État pour qu'elles accompagnent la population dans leur quête de démocratie, dans leur quête de stabilité. Comment parler de stabilité dans un pays lorsque vous-même, vous contribuez à déstabiliser les institutions de la République? Je ne vous autorise pas à parler en lieu et place des hommes qui pensent et qui ont un réel réflexe de l'institution de la démocratie dans ce pays, et lorsque vous participez activement ou vous organisez la destruction des institutions existantes dans ce pays. Je ne pourrais pas souscrire à une telle démarche, et je ne pourrais pas non plus avaliser un tel comportement. Parce que je suis un homme respectueux de la population, respectueux des règles fondamentales de ce pays, et respectueux surtout de cette volonté même fictive de vouloir, d'établir, de penser à l'établissement d'un État démocratique. Donc selon vous, il faut respecter le pouvoir judiciaire, parce qu'on a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire, il faut le respecter. Monsieur Rothschild François Junior, j'ai comme l'impression qu'aucun pouvoir ne respecte aucun autre pouvoir. Et même cette population qui nous regarde est entrée dans une sphère de non-respect des institutions de ce pays. Aucun respect pour l'exécutif, lorsque l'exécutif n'a pas de respect pour lui-même. Aucun respect pour le parlementaire, il suffit d'entendre les commentaires de oui. Vous voyez? Et je dirais, c'est ce qui caractérisait par le passé un pouvoir, c'est ce caractère nobiliaire. On sent qu'il y a une noblesse qui se dégage, tant au travers des hommes qui nous représentaient, qu'au travers des actes d'une certaine majesté qui se posait. Oh, nous gardons, nous disons que nous avons trié parmi les ensembles des actes posés, l'acte qui aurait revêtu un caractère nobiliaire, une certaine noblesse, pour que la nation puisse se sentir engagée, également avoir un certain attrait à vouloir aider les gouvernants à respecter cette marge de nobiliarité. J'ai dit cette marge. La nobiliarité devait être la règle. J'ai dit une marge, la petite marge de nobiliarité. On ne sent même pas, on ne le voit même pas. À ce moment-là, on voit des commentaires décevants et agressifs à l'endroit des gouvernants. Et les gouvernants devaient être des hommes, des gens qui devraient inspirer du respect. Pas de la peur. J'ai dit du respect. Quand j'ai dit du respect, je sais à quoi je fais allusion. Lorsqu'un député, un sénateur, un membre du gouvernement passe quelque part, on devait sentir quelque majesté transpirer, se dégager de cet homme qui symbolise l'honneur de la République. À nos yeux. Or, si l'honneur de la République est laissé en lambeaux, est déchiré par la maladresse de nos hommes, de nos dirigeants, on est en droit de se demander que passera notre population. Lorsque elle-même, elle vous retire déjà la légitimité, je dirais, quelle forme de légitimité? La légitimité simplement morale qu'elle était en droit de vous offrir, de garder à votre endroit. Parce que vous représentez quand même la République. Alors, autre point de... Je vais ajouter quelque chose. Lorsque, au milieu de votre propre pays, les gens ne respectent pas leurs dirigeants, vous voyez, vérifiez ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire cela se transmet sur le plan international. Cette transposition de la pensée de l'homme haïtien sur le plan international réduit la majesté que vous êtes en droit d'attendre de nos dirigeants.
Alors, en parlant d'haïtiens, etc., nationalisme, etc., il y a beaucoup de secteurs qui, notamment les secteurs proches du pouvoir, qui ont critiqué les autres secteurs, qui ont dénoncé en quelque sorte la position exprimée par le président provisoire de la République, José Prévert, par rapport au dossier des militaires dominicains. Monsieur Prévert n'aurait même pas dû chercher à travers le palais national ou ailleurs des explications à fournir à ce peuple haïtien. C'est l'une des premières fois où le peuple haïtien a exprimé un peu d'orgueil alors qu'il est en situation de famine. Comprenez-moi bien ce que ça faudrait dire. Il est en situation d'assistance et de famine, réelle ou annoncée. Malgré tout, il a voulu conserver cette part d'orgueil pour ne pas froisser l'âme, pour ne pas froisser d'abord l'intérêt supérieur de cette nation et l'âme haïtienne en particulier. Vous ne savez pas ce que c'est que forger votre propre orgueil au prix de votre sang. Les autres peuples ne nous aidaient pas à conquérir notre indépendance. C'était cette armée dite indigène qui a été dissoute par la maladresse des hommes de ce pays qui, peu ou prou, s'est battue pour nous offrir cette part de liberté, cette liberté chère, cette liberté au cœur d'une nation qui prêchait l'esclavage, qui instituait la servitude comme une règle internationalement reconnue. Comprenez-moi ce que je vous dis. Après, lorsqu'on a conquis ce morceau de liberté, qui reste un trésor de notre République, un trésor pour notre jeunesse lorsqu'elle pense à ce qu'elle doit devenir, à l'avenir, et puis on voit cette liberté livrée aux enchères de la félonie humaine. Comment voudriez-vous que nous puissions nous-mêmes accepter cela? J'ai tressailli, monsieur. J'ai dit, c'est la trahison à l'âme et à l'orgueil de notre patrie. Je n'ai pas dit, vous voulez apporter votre aide? Je ne sais pas quel genre d'affinité, bien entendu, les lient au peuple dominicain, des affinités dites financières ou économiques. Ça, c'est leur problème. Réglez votre problème économique et financier avec vos acolytes dominicains. Mais aucun prétexte ne nous vous autorise à envahir notre pays sous l'empire de assistance humanitaire. Même pour un délai de 2 jours, aucun dirigeant de cette nation ne devait accepter cela. Comprenez-moi bien. Si c'est une aide, et je l'avais exprimé ouvertement, c'est pour y manger. Si c'est une aide, vous voulez faire accompagner l'aide de militaires de votre pays, gardez votre aide. Gardez votre aide pour vous-même. Je vous remercie beaucoup. Il y a eu quand même beaucoup de cafouillages dans le camp du pouvoir. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'y a pas de troupes. Le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il n'y a pas de troupes. Et José Prévert, il a dit qu'il y avait un accord. Il a défendu du bec et des ongles la présence de ces soldats dominicains. Il a dit pourquoi ça dérange? Pourquoi à l'intérieur d'un gouvernement pourrait-il avoir autant d'attitudes, de comportements contradictoires? Parce qu'il n'y a pas une véritable unité dans la gestion du pouvoir. S'il n'y a pas d'unité, je dirais, la responsabilité collective incombe, est une règle à l'intérieur d'un cabinet ministériel. S'il y a de cafouillage, comme vous avez dit, de déclarations contradictoires à l'intérieur du gouvernement qui se devait d'être unis dans la prise d'une décision aussi importante pour l'intérêt national, pour l'intérêt supérieur d'une nation, c'est que cela n'a pas été véritablement évoqué et débattu en Conseil des ministres. Et je crois que c'est dangereux pour qu'un homme puisse prendre ou ait pu prendre sur lui-même la responsabilité d'engager ce pays, de le faire envahir par une nation étrangère, par des militaires étrangers, oui, et de vouloir le justifier aux yeux de la République, alors qu'à l'intérieur de votre propre gouvernement, il y a des écarts de comportement, il y a je ne sais pas, moi que il n'y a pas d'accord entre eux, des désaccords profonds, de réels désaccords profonds. C'est que c'est une mesure qui dérange. Et que, d'ailleurs, ce n'est pas le président de chambre qu'il faudrait consulter. Vous devriez, même si vous n'avez pas le droit constitutionnellement, au moins réunir un conseil des ministres extraordinaire auquel devaient participer et les membres et le état-major de la police nationale, des parlementaires, pour connaître de la réalité de la situation et de la suite à y donner. Lorsque vous le faites par vous-même, vous prenez une mesure d'une extrême gravité, vous êtes dans le provisoire. Votre maintien même au pouvoir est contesté. Avec quelle compétence? Avec quelle hardiesse? Je n'ai pas dit quelle légitimité. Avec quelle hardiesse vous osez demander à des militaires étrangers de venir et que vous postez avec eux
aux yeux de cette République. C'est une insulte grave à l'âme nationale. Et le chef de l'État a aussi dit clairement que la police nationale n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de ce convoi humanitaire dominicain. Il y a longtemps que notre police est traitée dans ce pays avec beaucoup d'indigence. Vous savez, monsieur, je vais vous faire un aveu. Fristo Canton est à l'origine de celui qui a fait augmenter le salaire des policiers, qui a été voir le Premier ministre La Tortue en personne pour lui dire qu'à 6 800 gourdes, un policier ne peut pas remplir le devoir qui lui incombe de servir la nation. C'était ce qu'il gagnait. Et M. La Tortue, immédiatement, il s'en était étonné. Il dit, comment il a fait vivre avec lui? Immédiatement, il a fait appel à M. Bazin pour savoir quelle décision prendre dans l'intérêt de cette catégorie d'hommes et d'agents qui servent la fonction publique, qui constituent un service public. Et c'est à ce moment-là que j'ai défini ce qu'on appelle la discrimination par catégorie que l'on peut faire à l'intérieur d'une nation lorsqu'il s'agit d'augmenter le salaire. Mais je lui ai demandé immédiatement de réviser l'ensemble du salaire de la fonction publique pour que cette discrimination ne paraisse pas trop criante à l'intérieur de la fonction publique. Alors pour la police par rapport au président de la République, Jospin Prévert, vous pensez vraiment qu'il a ces déclarations concernant la police qui n'arrive pas à assurer... C'est pas une déclaration due à un président de la République, à un responsable d'État, d'un département ministériel, encore moins à un président de la République. Et vous réduisez votre police à une peau de chagrin. D'une part. Mais vous démoralisez également une institution qui fait des efforts pour porter son concours à une population en difficulté. Elle n'a plus envie de travailler. Déjà, elle est démoralisée dans sa gestion, dans son traitement, dans la manière dont cette police a été traitée par les pouvoirs exécutifs et successifs. Je crois qu'il y a deux hommes. On peut tout dire de M. Martelly, mais il avait voulu apporter quelque chose de sérieux, je dirais, de positif à ce pays. Malheureusement, il y a certains hommes méchants par nature, malicieux par nature, n'ont pas voulu véritablement le laisser gérer ce pays. Il y a autour de lui également des hommes qui étaient plutôt bercés par ce qu'on peut appeler l'argent. Mounsayo, c'est eux-mêmes qui ont empêché M. Stéphane Bagaye. Mais j'ai vu l'homme. Je suis ému de voir qu'avec quelle volonté il avait voulu transcender la réalité et apporter quelque chose à ce pays. Et tous ceux qui veulent changer valablement ce pays et permettre à cette nation de gagner quelque chose, tant en honneur qu'en conditions au moins, plus ou moins favorables, ils ont été combattus. Et je parle par contre du Valier, non? Par contre du Valier, on pas des amis, pas de bourse dans mes pas de salaire dans mes. Mais du Valier avait voulu au moins que ce pays sorte de cette léthargie permanente. Après du Valier, il y avait M. La Tortue qui faisait quelque chose un petit peu, par contre pour ça, non? Mais il était au moins à fond bagaille. Après lui-même, il y a que Michel Martelly. Ou voulez tendre, pas voulez tendre, c'est lui. Il faut garder de courage pour dire, monsieur TV pour ton bagaille. Mais cette classe politique vieillotte n'accepterait pas qu'un homme venu de l'extérieur puisse apporter le mieux, un mieux-être à cette population. C'est comme si cela signifiait que la classe politique de son ensemble devrait disparaître parce qu'elle n'apporte rien à la nation haïtienne. Et jusqu'à ce jour, cette classe n'apporte rien. Alors, pour revenir sur la prise de position du président de la République par rapport aux militaires dominicains, donc ça vous dérange énormément et c'est regrettable, on peut le dire? La nation. Ça ne dérange pas que Fristo Canton, ça dérange la nation dans son ensemble. À part ceux qui ont tiré au profit immédiat et qui n'ont pas la hauteur d'esprit de penser les conséquences qui en résulteront pour leurs enfants demain. Peut-être que leurs enfants ne vivent pas dans ce pays, je comprendrais. Mais j'ai des enfants qui ne vivent pas non plus dans ce pays. Il faut penser à d'autres enfants qui sont vôtres par adoption. Ils vous ont pris la Dominicaine, vous a pris pour des soumis. C'est-à-dire, on ne sait pas par quel... Qu'est-ce qu'elle a contre vous que vous avez peur de devoir révéler au grand public.
il y a peut-être certains liens qui se sont noués, qui échappent à la compétence et à la perspicacité de l'homme haïtien, qu'on est en train de protéger. Ça, c'est votre problème. Mais donnez au peuple haïtien le temps d'évaluer ces problèmes, de protéger je dirais, la substance de dignité, le dernier reste de dignité qu'il veut faire résurgir. C'est ça seulement, Romando. On ne pouvait pas faire ça. Ou ça pas, s'il pas choqué, s'il pas dérangeant, mais ça dérange, non. Ça pas seulement dérange une fois, c'est non. Mais il mangeait que non, il mangeait l'âme, non. Même le plus pauvre de tous, il dit, c'est vrai, on veut nous apporter une aide. Mais avec cette manière-là, cette arrogance-là, c'est comme si on est venu nous occuper. Et on sait pertinemment qu'ils n'aiment pas les Haïtiens. Alors, la gestion post-Mathieu par le pouvoir en place, est-ce que la gestion est bonne, Fritz Canton? Je ne vois pas de gestion. On n'a pas laissé au gouvernement et aux hommes qui en sont véritablement responsables le soin de gérer cette aide. C'est une gestion multiforme, c'est-à-dire il y a pas mal de chefs dans ce pays qui absorbent l'aide et qui veulent que ce soit eux-mêmes qui en orientent la distribution. À quelle fin? À des fins ignobles peut-être, électoralistes sans doute. Mais vous ne pouvez pas vous servir du malheur d'un peuple pour faire de la campagne électoraliste. C'est-à-dire, ou pas aucun, à mon sens, ou pas un cœur, ou pas un cœur, ou pas un, le mot, vous êtes méchant. Si dans l'état de, pas connaître, ça me voulait dire là, non, Abdou en créole, pour me chercher moi en créole, Abdou, l'état de destruction, bon, tout en français encore, dans l'état de gens pays là, déjà, dans son ensemble, sont en catastrophe. Le Sud, c'est une catastrophe encore plus grave. Même temps, mon catastrophe, on va être dévalisé. Vous servir de l'aide, vous servir de, pas l'aide encore, non, du drame d'un pays, pour faire de la politique au profit d'un groupe d'hommes, d'un groupuscule d'hommes, refusé par la nation déjà. Je trouve cela horrible, ignoble, inacceptable, et je dirais même destructeur. On entend de parler notamment des sénateurs, d'anciens sénateurs de la République, des députés, que ce soit qu'ils soient proches du pouvoir ou contre le pouvoir, ils disent tous que la gestion est calamiteuse. Pas seulement une gestion calamiteuse, à entendre les maires parler, se plaindre surtout. L'ensemble des maires ont tenu un langage uniforme sur la gestion de l'aide. L'aide n'a pas été gérée, l'aide a été retenue ou contenue à des fins ignobles. Pourquoi vous servir du mal, du malheur de la République, du malheur d'une population pour vous ériger, pour trouver le pouvoir? Donc selon vous, Maître Fritz Canton, le président de la République, en tout cas le gouvernement en place, ils doivent corriger le tir à propos de cette assistance à apporter à la population après le passage de Mathieu. Que le Premier ministre, notre Premier ministre n'a pas été mis en situation de d'affirmer. Il est marginalisé, quoi. Ah, vous avez vite compris. C'est-à-dire, il est tellement coincé qu'il n'a pas la possibilité d'apporter ce qu'il croit bien ou mieux pour ce pays. C'est-à-dire, j'ai l'impression que certaines décisions qu'il pouvait être amené à prendre, ont été brusquement bloquées parce qu'on ne veut pas le voir paraître. Et c'est dur. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il y a d'autres qui freinent votre velléité ou vos potentialités. À un certain moment, vous vous demandez qu'est-ce que vous faites. Vous êtes là peut-être par devoir, mais pas par volonté bienveillante de faire. Pas par un réflexe bienveillant de t'apporter votre concours à cette réponse. Mais comme vous êtes déjà là, vous ne pouvez pas partir. Il y a certains qui disent qu'il est préférable que l'on vous démette de votre fonction, que l'on vous révoque en un mot, que de donner votre démission. Parce que la démission dans ce pays est signe de trahison. Vous voyez? Comment va le virer? Et puis, ou là, ou regarder, ou pas qu'à faire sauver. Ou pas qu'à faire sauver faire. Ça, c'est un petit peu alarmant. Et ça fait mal tout. Parce que, ou ta qualité de monde qui n'a pas de tête, on pense que tout le monde s'est joué ensemble, on a fait beaucoup plus pour ce pays. Mais par-delà les haines, par-delà les différences de comportement, les différences de pensée,
Les différences d'opinion aussi. Il faudrait que vous érigiez une règle fondamentale au-delà des opinions, au-delà de la différence des opinions. La règle fondamentale, c'est l'intérêt supérieur de cette nation. Autant qu'on n'y vise pas, ou bien on n'est pas enclin à y viser, vous resterez toujours le plus petit des hommes qui ont gouverné ce pays. Alors, pour revenir sur la question de la sécurité, est-ce que vous pensez, après tout ce qu'on a vu, cet épisode de la République dominicaine, des militaires dominicains, la question de la réhabilitation des forces armées d'Haïti, comment vous le voyez aujourd'hui, Fritz Canton? Monsieur Rossil François Junior, depuis près de 20 ans, je prêche la même chose. Que ce soit avec 1000 militaires, avec 2000 militaires, il faut que notre territoire soit protégé. Protégé contre le trafic de drogue. Ça peut être, non, monsieur, ça peut profiter à une catégorie d'individus qu'il n'y ait pas d'armée. Pour faire toutes leurs pratiques, pour exercer toutes les pratiques malveillantes qu'il y ait. Trafic de drogue, trafic de devises, tout. Mais il faudrait instituer, restaurer cette armée qui a fait l'orgueil de notre pays, l'orgueil de notre nation. La restaurer surtout dans son honneur et dans sa dignité. Et lui donner le pouvoir et la compétence qu'il faut pour exercer les tâches qui seront décrites pour que cette armée soit une armée de métier. Vous pensez un instant que cyclone ça, l'armée pas de sans gérer? Il pas besoin de monde pour déblayer ou pas besoin de monde pour porter mon secours. Pas besoin d'ailleurs l'autorité même qu'elle incarne. Lorsqu'elle demande à quelqu'un de quitter telle zone ou obligé de quitter, moi ça me dit tout. Elle a quitté monde pour surveiller caillou pour ne pas casser le tout. C'est ça la discipline. Et c'est ça également la sécurité d'un peuple. Vous n'êtes pas à même de prévoir, que dire, exécuter. Lorsqu'il y a cyclone ou tempête, ce sont des prévisions que l'on fait. Vous n'allez pas ramasser les morts, vous prévoyez ce qui peut subvenir, ce qui pourra subvenir. Et à ce moment-là, vous prévenez maintenant, après avoir prévu, vous prévenez la prévention. Et en tout dans ce pays, la prévention contre l'insécurité, la prévention contre la délinquance, la prévention contre les attaques, la sécurité en général, contre la délinquance, la prévention contre la mauvaise politique, la mauvaise gestion de ce pays. Donc il faut que le prochain président de la République... Il faudrait qu'il y ait, monsieur Rossil François Junior, un balayage systématique des hommes qui occupent les avenues de ce pouvoir. J'ai dit un balayage, même si c'est moi qui la donne. Cherchez, mettons l'autre groupe d'hommes pour gouverner le pays, pour le pays à renaître de ses cendres. Alors pour la question de l'armée, vous pensez qu'il serait important à ce que le prochain président de la République prenne la décision qui s'impose pour restaurer les forces armées d'Haïti? On va le dire, monsieur François Junior. Vous pensez moi-même, un militaire, on vient côté pour dégrader en public comme ça, pour dire, pas ici non. Un président venu, il dit comme ça, monsieur, comment est-ce que général? La révocation directe du haut état-major. Mes amis, dit monsieur Lacrette, vous avez besoin de retraite? On n'humilie pas les institutions de la République, encore moins les hommes qui les représentent. Pour ça, vous mettez là. Alors, pour l'armée par rapport au prochain président de la République? Bah, qu'on a qui objectif, bah, qu'on a qui visionné. Je ne sais pas ce qui traverse son esprit ou son cœur de l'armée. Qu'est-ce qu'il veut réaliser? S'il veut perpétuer le trafic de la drogue à travers les frontières, qu'il n'institue pas l'armée. S'il veut instituer le trafic, je dirais le trafic de personnes, des bad people, qu'il n'institue pas l'armée. S'il veut aussi instituer le trafic de devises, qu'il n'institue pas l'armée. S'il veut que des produits qui avariés rentrent dans le pays sans contrôle, qu'il n'institue pas l'armée. S'il veut que nous mourons partout dans le pays, qu'on a crasé à partir de la caillou, qu'il n'institue pas l'armée. S'il veut une catastrophe naturelle, pas de monde qui est pour demander aide ou demander passer de l'armée, on dirait qu'ils sont là, qui guettent la survenance d'événements malheureux pour tendre leur couille sur l'étalage de l'international. Alors, en quelques secondes, les élections prévues pour le 20 novembre, le deuxième tour le 29 janvier, il y a tout un débat autour de la question. Pas autant de temps entre deux tours. J'étais président du conseil électoral, moi aussi. Pourquoi, pour qui ça? Tout commence le 8 octobre. Pour faire le deuxième tour là, jusqu'en janvier. Pourquoi ça? Vous voulez vous maintenir comme membre du conseil? Ou bien vous avez concocté cela avec le pouvoir exécutif? Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. 8 octobre, 8 novembre. Avant. C'est 9 octobre avant. Avant, c'est 9 octobre. 9 octobre, 9 novembre,
20 novembre. Non, pas dans 20 novembre là encore. C'est qu'on y a pas dans 20 novembre. Mais pour le avant l'élection, tu n'as pas le fait là. 9 octobre, 9 novembre, ça fait un mois. 9 novembre, 9 décembre, ça fait 2 mois. 9 janvier fait 3 mois. Pourquoi 3 mois entre deux tours? Qui ça peut le passer comme ça? Qui sont voulu faire pour ou faire passer? Qui sont pas le fait entre deux tours pour défavoriser ou favoriser un candidat qui faut besoin faire 3 mois avant le second tour? Sans besoin était là comme membre conseil électoral toujours. C'est pas un service que tu viens rendre. Tu viens jouir d'un privilège. Vous comprenez ça le tout? Bon, 20 novembre maintenant. 20 novembre, 20 décembre, 20 janvier, 2 mois. Pour qu'ils soient appelés tout le temps ça? On élection présidentielle 2 tours. Ou qui t'en gagné, tout recours que tu as fait une fête, il y a qui fait le deuxième tour, la seconde, deuxième tour, il y a qui t'en fait pour qui t'installe en présidentielle février. Qui ça dans tête tout? Craser pays a toujours? Sous ces pays a toujours? Ben, puis on chance, non? Ben, on petite chance. Ben, jeunesse, on chance seulement demander. Ou venez là, pas de parler. Mais ben, jeunesse, là, on minimum de chance pour le cas vivre toujours. Pas craser dans l'œuf, pas tuer dans l'œuf pour moi. Donc, selon même, il faut que vraiment réviser le calendrier électoral, ça, pour que respect cette février. Naturellement. Moi, pas 7 février comme date fétiche, non? Même pour correction de l'homme par rapport à la chose publique. Le devoir d'un homme par rapport à des dates constitutionnellement prévues pour ne pas chercher à une conservation stérile du pouvoir. En 2 mois, vous avez le temps de faire des élections en 2 tours. 2 tours des élections. Pas même besoin d'aller dans le 27 janvier pour que ça 27 janvier. Je vais faire le 20 novembre. Il y a une nouvelle élection faite, presque élection, résultat, sous pas gain magouille que vous pouvez le faire. Dans une semaine, toute élection et tout résultat fait. Tout la bail. Alors que vous disposez au moins de 22 jours pour les recours. Recours, ça pour ceci, cela, recours, mon cap contestation, soit les contestations. 22 jours au plus. On t'a fait des comptes. 22 jours au plus. Admettons que le prend un mois. On a fini 20 novembre, 20 décembre, 20 décembre. Non, 20 novembre. Oui, 20 novembre, 20 décembre, font un mois. Soit qu'ils n'ont pas fait le 3, 4, 5, 6 janvier. Parce que c'est dimanche, là, dans la première semaine mois de janvier, ou deuxième semaine mois de janvier. Aussi simplement. Tout le bail est fini, nous sommes concoctés encore. Qui est sauvé tuer? Qui est sauvé prendre? Qui est sauvé craser dans l'élection? Qui comme vous voulez faire encore? Soit faut faire déjà, mais ben peuple en chance. Moi, je clair avec vous. Moi, je ne pas triver dans CEP, je me faire l'argent, je me rendre un service. Et tellement qu'on aime pas le service là, me fait 2 mois. Ils ont concocté déjà derrière pour ne pas président encore. Parce que je suis comme président encore, quand m'a fait l'élection. Je n'ai pas de problème avec eux. C'est un choix. Mais me battre pour faire bien et non mal pour pas le faire. C'est ça me besoin seulement. Oui. Pour comment Léopold Berlanger, bon, bah qu'on est. Comment Carlos circule. D'accord dans un conseil, une minoritaire. Pour faire 3 mois en ton premier, deuxième tour. Pourquoi le pays fait ça, non? Même si c'est à la main, tu as compté bulletin, tu as fini. Mais c'est à la lampe, tu as fini. Oui. Moi, je veux qu'on ne prenne pas le peuple haïtien pour des zombies, comme on le dit souvent. Je veux que vous nourrissiez un minimum de respect pour ce peuple haïtien. C'est ça seulement mon besoin. Que les gens qui viennent, les gens qui l'ont pas prendre conscience, mais faire l'élection pour l'autre venir, pour prendre conscience. Mais pas bloquer ça qui venir pour moi. Pour ça qui venir après là, car je vois une série de structures déjà faites pour continuer avec eux. C'est ça, la stabilité. Merci. Merci, M. François Junior. Merci à tout le monde. Merci RFM, surtout. Et que j'ai suivi. Demain, je vais suivre, peut-être pas votre émission. Mais suivre l'émission, je le fais déjà. Je vais suivre La Belle Époque avec la motte que j'ai eu le plaisir de croiser hier, je canne. Nous parler, nous bien contents. Elle me dit, mon cher, continuez. Valdès. Ah, monsieur son anthologie vivante. Nous chaque jour pour un petit détail. On doit anthologie. On va dire ça dit ça nous sont anthologie avec un bail dans le concert et avec des détails. Il pas de connaître c'est là m'a prendre dans la radio ça mon cher merci. Salut pour moi encore. Je vais transmettre le message. Merci beaucoup. Je m'a passé ouais autour. OK. Merci. Alors, nous avons avec nous Madame Michèle Auriol. On va parler du SIAT, question de l'aménagement du territoire après ce qui s'est passé après l'ouragan Mathieu qui a fait énormément de dégâts et ça se poursuit dans les départements du Sud. Madame Michèle Auriol, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu sur RFM. Bonsoir Rothschild, bonsoir auditeurs. Alors, Michèle Auriol, est-ce que vous avez pu visiter ces régions affectées par le cyclone Mathieu? Oui, on est descendu
4 jours après le cyclone avec une équipe pluridisciplinaire du SIAT et un agronome qui travaille au ministère des Finances, mais qui gère plutôt des questions de petites et moyennes entreprises pour faire un bilan sur les départements concernés. Enfin, je corrige. On n'a pas voulu faire un bilan des dégâts à la façon dont on le fait d'habitude, nombre de morts, nombre de maisons détruites, etc. L'idée, c'était de voir un peu les conséquences sur le territoire du passage de Mathieu. Donc, voir les zones les plus à risque, comprendre la nature de l'action du cyclone et rentrer dans un diagnostic un peu plus fin en ce qui concerne les systèmes agraires, donc l'agriculture. D'un côté. D'un autre côté, on s'est entendu donc avec le CNIGS, donc le Centre national d'information géospatiale, pour déployer une équipe d'une 40aine d'enquêteurs pour mesurer dans les départements les plus touchés le niveau de submersion marine, ça veut dire jusqu'à quel point la mer était entrée dans les terres. D'un autre côté, pour mesurer les hauteurs d'inondation partout où les rivières avaient débordé, de façon à cerner, je dirais, les zones les plus dangereuses, donc les zones qui normalement devraient être déclarées non édificantes, où on ne devrait pas pouvoir construire, et d'un autre côté, voir quelles étaient les régions les plus affectées par le vent. Donc c'était vraiment une double mission pour faire le bilan territorial du passage de Mathieu. Donc on peut dire que le constat, tout le monde dit que c'est désastreux ce qui s'est passé là-bas. Bon, les dégâts sont assez considérables. Ils sont de deux sortes. Donc dans la région côtière, on a eu à la fois des destructions par le vent, par la mer et par les rivières. Mais la zone, donc ça concerne globalement, essentiellement, la zone entre Cavaillon et pratiquement Corail-Pestel, donc Baradère, donc toute cette côte-là. Mais les dégâts en altitude sont extrêmement importants depuis la forêt des pins, donc depuis la chaîne de la Selle jusqu'à la chaîne de la Haute. Donc on a vraiment deux types de dégâts assez nettement caractérisés. On parle du pic Macaya et toute cette zone très affectée. Bon, normalement, la Banque interaméricaine avait mis à la disposition du gouvernement un opérateur de drone qui n'a pas pu, jusqu'il y a 3 jours, jusqu'il y a 2 jours, qui n'a pas pu faire voler son drone sur les aires protégées, donc Forêt des Pins 1, Forêt des Pins 2 et Macaya. Nous savons par disons, de bouche à oreille qu'il y a eu des dégâts importants, mais on n'a jamais pu jusque maintenant survoler cette zone pour avoir une idée précise des dégâts. On sait que vraiment Mathieu a été très violent, mais est-ce qu'on peut dire que c'était prévisible? Bon, Mathieu n'a pas été plus violent que Hazel, donc, ou que Cléo, ou que Flora dans la plaine des Cailles. Donc quand on entend les récits, ça a duré plus longtemps. Sur le plateau de Salagnac, les paysans nous disaient que Flora est passée en 1h30, tandis que Mathieu, qui allait beaucoup plus lentement, a passé pratiquement 5 à 6 heures sur le plateau de Rochelois. On a eu d'autres témoignages du même genre dans d'autres lieux. Mais bon, l'idée de fond pour nous, et c'est ça la vocation du SIAT, c'est qu'il ne faut pas attendre les catastrophes pour apporter une réponse. L'anticipation des catastrophes, c'est l'aménagement du territoire. Maintenant, l'aménagement du territoire, c'est une politique très volontariste qui demande des décisions qui ne font pas nécessairement plaisir aux populations, mais sans aménagement du territoire, sans des dispositifs et des dispositions très claires par rapport à où les gens peuvent habiter, quelles sont les zones où définitivement on ne peut pas habiter. Où je prends un autre point, l'habitat dispersé qui pose un problème absolument incroyable pour la distribution des secours, parce que quand on a des maisons dispersées sur tout un espace, apporter des secours, c'est un exercice
extrêmement difficile pour les gens qui veulent aider. Un autre point d'aménagement du territoire que souligne un événement comme Mathieu, les villes de la Grand'Anse ne sont pas reliées entre elles. Elles sont plutôt chacune relativement autonomes et traditionnellement, le lien entre ces villes-là, c'est le cabotage. Donc, tout le monde se rend compte de la difficulté. Maintenant, un camion qui sort des Cailles pour aller à Jérémie apporter des secours traverse 2 villes, Beaumont et Roseau. Donc, tout le reste est plutôt lié traditionnellement par le cabotage. Donc, ce sont des points sur lesquels il faut réfléchir pour les décisions. Il y a des décisions d'aménagement, là, maintenant, qui sont à prendre tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que ces dernières années, en tout cas ces dernières décennies, la situation s'est dégradée entièrement en ce qui concerne la question de l'aménagement du territoire avec la construction de bidonvilles un peu partout à travers le pays? Bon, la question d'aménagement du territoire va de pair avec la question de la démographie. Donc, de 86 à nos jours, la population d'Haïti a pratiquement doublé. Et sa population, tout le monde dit encore qu'Haïti est un pays agricole, ce n'est plus le cas. On estime à l'IHSI qu'on est passé à 52% de population urbaine, mais il y a une étude qui est en cours avec la Banque mondiale qui tendrait à dire qu'on est à 64% de population urbaine. Et malheureusement, les politiques d'aménagement du territoire sont des politiques de long terme. Le long terme n'est pas le temps du politique. Le temps du politique, c'est vraiment le court terme. Et donc, cette mutation démographique qui s'est faite au cours de ces dernières années s'est faite malheureusement à un moment où l'État haïtien est le plus faible. Donc, il ne peut ni anticiper ni accompagner valablement cette mutation. Donc, on a raté un certain nombre de décisions après le tremblement de terre de 2010, pour ne pas dire qu'on a pris les décisions les plus mauvaises quelque part. Donc, nous, on veut essayer d'apporter au SIAT un appui à une prise de décision qui corresponde à la gestion effective de ce passage du cyclone. Alors, on a vu quand même les villes côtières sont les plus affectées. Bon, on voit les villes côtières, mais il y a eu plus de morts en montagne que dans les villes côtières. Et même dans les petits villages comme Maniche, Campérin ou Chantal, ou le plateau de Salagnac, il y a eu plus de morts dans les montagnes, dans la haute montagne, que dans les villes côtières. Je dirais que la réponse, cette fois-ci, était relativement mieux organisée. La protection civile était mieux organisée au niveau des villes. Je prends le cas de l'Île-à-Vache, par exemple. On a pu aller chercher les gens dans toutes les îles autour de l'Île-à-Vache, l'île à Boué, Kayalo, et les ramener sur l'Île-à-Vache pour les mettre à l'abri. Parce que c'est un grand classique des cyclones dans le sud, que quand un cyclone passe, l'île à Boué et Kayalo sont noyés totalement. Donc, la réponse a été mieux organisée au niveau des villes, mais en haute montagne, il ne faut pas oublier que Mathieu passe dans la nuit du 3 au 4 octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois de la récolte des pois. Donc, il y avait beaucoup de gens en haute montagne à la récolte de pois et qui n'ont trouvé aucun abri sérieux. Parce que là-haut, ce sont des caillatets, ce sont des espaces très difficiles d'accès. Donc, il y a eu plus de morts et jusque maintenant, on n'a pas encore compté les morts dans ces zones de montagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Michel Auriol, par rapport à la question de l'aménagement du territoire, vu ce qui s'est passé avec le cyclone Mathieu? Bon, il y a beaucoup de choses à faire. La première, c'est que il y a une réponse à donner tout de suite, enfin, une orientation à donner tout de suite. Nous n'arrêtons pas de le dire aux humanitaires. Il ne faut pas rester dans la ville des Cailles et dans Jérémie pour distribuer de l'aide, parce qu'on va faire un appel d'air sur les sinistrés des autres communes vers ces villes. Et déjà à l'entrée de Jérémie, il y a un regroupement de population qui est en train de se faire dans l'attente de recevoir cette aide. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui vont arriver au Caille, arriver à Jérémie et qui n'en repartiront pas.
Deuxième mouvement qui est en train de se passer, c'est que les secours ayant beaucoup tardé à arriver pour toutes sortes de raisons, notamment la question de la dispersion de l'habitat, beaucoup de gens ayant des parents sur Port-au-Prince sont en train de monter sur Port-au-Prince. Donc on est en train de faire une deuxième vague de population sur Port-au-Prince comme en 2010. Maintenant, il y a des décisions à prendre et c'est pour ça qu'on avait déployé cette équipe-là et on est en train de terminer ces cartes-là. Il y a des zones à décréter non édificantes et il y a des espaces à trouver pour de nombreuses villes et de l'intérieur et de la côte pour créer des nouveaux quartiers de façon à sortir les gens des zones dangereuses. Maintenant, il y a encore d'autres mesures d'aménagement du territoire qui sont un peu à plus long terme, mais déjà identifier de façon précise les zones non édificantes et orienter les gens qui amènent des secours en termes de reconstruction de maisons, etc., vers ces zones-là. Je pense que déjà ça peut permettre de faire à très très court terme une différence. Il y a d'autres décisions à prendre. La route Caille-Tiburon, elle passait pratiquement sur la plage. Donc c'est évident, on le voit partout, la mer a soulevé soit des blocs de béton, soit des pans entiers d'asphalte. C'est clair que la route doit être reconstruite, mais plus haut. Donc à flanc de montagne pour la mettre à l'abri de ce genre d'événements. Il y a encore d'autres décisions à prendre. En refaisant cette route, on sait donc qu'avec le changement climatique, les cyclones seront plus nombreux et plus violents. Il y a des modèles qui ont été développés pour d'autres pays de la Caraïbe, donc qui peuvent également s'appliquer à Haïti. On sait par exemple qu'il faut dimensionner autrement les ouvrages d'art sur les routes. Donc les ponts, les drainages et tout ça doit être recalibré. On ne peut pas continuer à les faire comme on avait l'habitude de le faire. Et au cœur de la question va être toute la grande question de l'aménagement du territoire, la grande question des espaces publics. Donc tout ce qui est espaces collectifs, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics. Donc il faut revoir vraiment cette question-là, de même qu'il faut revoir de façon très sérieuse la façon de construire. Donc il y a des toits qui sont partis avec les murs. Ça veut dire que il y a d'évidents problèmes de maîtrise de techniques de construction qui se posent avec ce cyclone, comme ça s'est posé avec le tremblement de terre en 2010. Donc il faut agir sur ce dossier, notamment la façon de construire. Ah oui, en termes de formation, en termes de contrôle de qualité des matériaux, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là aussi. Quand on voit une ville comme Jérémie, le centre commercial, c'est à côté de la mer. Oui. Je n'ai pas encore les chiffres pour la submersion marine pour Jérémie, mais je pense qu'il y a plus de dégâts dus au vent qu'à la mer à Jérémie. Donc c'est la côte, c'est la façade sud, c'est la façade maritime sud d'Haïti qui a été plus affectée que la façade nord. Donc comment dire, c'est pas vraiment, ce quartier-là n'est pas vraiment au ras de la mer comme on pourrait le penser. Mais tout ce que j'ai vu et entendu jusque maintenant, parce que moi j'ai pas été sur Jérémie, je suis plutôt resté sur la côte sud, il me semble qu'il y a eu plus de dégâts dus au vent qu'à la mer. Alors, concernant justement les maisons dont les toits sont partis, que ce soit à Campérin, au Caille, dans la région de la Grand'Anse, est-ce qu'on peut reconstruire, on peut remettre les toits, ou bien il faut éliminer ces maisons et les construire ailleurs? Bon, il faut dans certains cas, dans certains quartiers, c'est pour ça qu'on a mesuré les niveaux de submersion et les niveaux d'inondation, et il faut clairement ne pas reconstruire là. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconstruire du tout dans une ville comme Jérémie. Ça veut dire qu'il faut voir quels sont les quartiers menacés, quelle est la nature de la menace et construire en conséquence. Là, vous parlez quand même de dispositions à prendre, mais il faut la volonté politique. Il faut un État quand même très fort pour mettre en application de telles dispositions, Michel Auriol.
Bon, c'est en grande partie pour ça que nous avons provoqué une réunion de la table verte du Grand Sud la semaine dernière. Et la volonté, elle doit être d'abord régionale. Et le thème de la table verte de la semaine dernière, c'était le Grand Sud se prend en charge. Je crois qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut envisager de façon très claire. Premièrement, il n'y aura pas la manne qui va tomber du ciel comme en 2010. Donc on doit le savoir. Et on le constate parfaitement à travers tous ces appels de donations qui ont été formulés par les uns et les autres. Ce ne sera pas la manne de 2010. Le deuxième point, c'est que chaque centime va compter. Donc il faut vraiment qu'on puisse avoir des idées très claires sur ce qu'on veut faire pour que l'argent qui sera disponible, venant de l'extérieur, venant des ONG ou du Trésor public, soit utilisé à bon escient. Maintenant, il y a une prise de responsabilité qui doit être faite localement avec les maires, avec les directions départementales. Et je crois qu'il faut que le centre de gravité de cette décision de reconstruction soit dans le sud. C'est au niveau, comment dire, c'est un peu le dada du SIAT depuis quelques années, c'est qu'il faut créer des autorités régionales d'aménagement. Et il faut que ces autorités régionales d'aménagement aient un droit de regard sur les plans d'urbanisme, sur les plans d'aménagement et sur le budget national. Que le budget national ne soit pas fait à partir des shopping lists des ministres, mais à partir des listes d'investissement qui accompagnent généralement les plans d'aménagement. Sinon, ce n'est pas la peine de faire des plans d'aménagement. Si d'une part, ces plans d'aménagement ne se traduisent pas par des investissements au niveau du budget national, et que d'un autre côté, régionalement, il n'y ait pas une structure qui permette aux gens des régions de dire nous avons validé cette décision, nous n'avons pas validé telle autre décision. Donc si on a dit un pont sur Torbec, le ministère des Travaux publics ne peut pas venir faire un pont sur la Ravine, puisque le document est là, il est validé, et il y a une autorité qui fait respecter cette décision-là. Donc, je crois que dans les grandes conférences internationales sur les risques, ils disent que quand on dépense $1 en prévention, donc en aménagement du territoire, on évite de dépenser $8 en réponse aux catastrophes. Donc ça, c'est un choix de politique nationale et il faut que quelque part, c'est pas évident parce que les questions d'aménagement du territoire sont relativement neuves en Haïti. Donc il faut que nous arrivions à convaincre nos décideurs de l'importance de ces mesures de prévention qui ne sont autres que l'aménagement du territoire. Comment gérer la question des ONG qui débarquent dans ces régions, Madame Royal? Je ne crois pas que ce soit très compliqué. On les a vus défiler au SIAT en 2010 et nous sommes en contact avec beaucoup d'entre elles. Quand le gouvernement haïtien donne des mots d'ordre, par exemple, dans ce cas précis, le gouvernement a dit pas de camp, pas de tente. Ah ben, il n'y a ni camp ni tente. Donc, l'ONG n'est pas un problème. Le problème, c'est l'État haïtien qui doit dire ce qu'il veut. Et là, le message est passé très clairement. Et vous allez là dans le sud, vous verrez des prélats pour les gens chez eux. Mais, comment dire, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de tente. Donc, parce qu'on a dépensé un argent fou à distribuer des tentes après 2010. Ensuite, on a dépensé encore plus d'argent pour fermer les camps. Donc, je crois qu'on a bien compris la leçon. Le problème, c'est pas les ONG. Il faut que le gouvernement, et je pense qu'il y a un certain nombre de messages qui sont effectivement passés très clairement, c'est le gouvernement qui doit dire ce qu'il fait, ce qu'il veut qu'il se fasse. Et les ONG, d'une façon générale, se plient à ces décisions-là. Alors, concernant les décisions, il faut les prendre vite, selon vous, parce que sinon, on risque d'avoir un exode massif. Ça a commencé beaucoup plus de pression sur la capitale, Port-au-Prince. Oui, il y a des décisions à prendre et il faut les prendre dans les 30 prochains jours. Après, ce sera trop tard. L'exode a déjà commencé. Du fait notamment du retard mis à arriver jusqu'aux gens, et encore une fois, c'est pas la volonté des gens de retarder les secours, mais c'est l'organisation du territoire qui rendait difficile l'acheminement des secours. Et
La façon de distribuer aussi est importante. Je crois que le message est passé aussi, qu'il vaut mieux faire du porte-à-porte et saturer une zone. Parce que la tendance naturelle, c'est que si on a 10 sacs de riz à donner, on en donne un à Chambellan, on en donne un à Moreau, on en donne un à Jérémy. Alors qu'il faudrait faire un balayage plus systématique. OK, on donne tout ce qu'on a à Chambellan. Ça évite aux gens de s'humilier, je dirais, en allant supplier autour des camions. Et en même temps aussi, on est plus efficace parce que quand un type s'amène devant un camion, on ne sait pas si sa maison a été détruite ou pas. On ne sait pas, et il peut repasser 3 fois qu'on ne le reconnaîtra pas. Donc, il y a une façon aussi d'organiser la distribution des secours qui est extrêmement importante dans le fait que les gens vont se déplacer ou pas des zones dans lesquelles ils vivent. Donc pour terminer, Mme Michel-Auriol, donc la leçon à tirer, c'est qu'il faut vraiment prendre au sérieux la question de l'aménagement du territoire. Bon, j'espère que, après m'avoir entendu pendant tout ce temps, c'est la conclusion. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est pas que les Cubains ou les Jamaïcains ou les Américains soient mieux que nous. C'est que leur territoire est plus organisé. Et ça leur permet d'une part de gérer l'urgence quand l'urgence se prépare, mais plus fondamentalement d'offrir moins de prise en cas de catastrophe naturelle. Merci beaucoup, Mme Michel-Auriol. Merci, Rothschild, et merci à tous les auditeurs qui ont pris la peine d'écouter cet entretien. Merci. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. 2 invités. On a eu aujourd'hui Maître Fritzo Canton et Mme Michel-Auriol du SIAT. La reprise de cette émission, rendez-vous 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bonne écoute et bon dimanche. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.